Bonjour à toutes et à tous. C'est assez impressionnant d'être ici parmi vous ce matin pour parler d'un sujet, je dirais, aussi complexe en 10 minutes, dans un lieu aussi emblématique de la République. Alors, je vais vous faire une petite confidence dont je parle très rarement, mais pour moi, c'est très symbolique parce qu'en fait, aucun de mes grands-parents n'est né en France. Et j'ai une partie de mes grands-parents qui est plutôt du Levant, comme Sibylle, et une autre partie qui venait d'une zone qui était entre l'Ukraine, la région de Lviv, et la Pologne. Donc deux régions qui aujourd'hui sont dans des situations difficiles. Et être avec vous ici ce matin pour parler des biens inconscients et des représentations, pour moi, c'est un thème à une très très forte symbolique. Donc maintenant, pour venir dans le vif de ce sujet, en fait, très souvent, quand on essaye de faire des efforts pour mieux intégrer la diversité, pour être plus inclusif, souvent on est de très très bonne volonté, mais quand on veut vraiment y arriver, c'est souvent un peu plus compliqué. Et une des raisons pour lesquelles c'est plus compliqué, c'est parce que notre cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur avec deux processeurs. On a un premier processeur que Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie 2002, a appelé le système 1. Et ce système 1, il est automatique, il fonctionne de manière totalement incontrôlée. Par exemple, pendant que je vous parle, je suis debout, je ne me concentre pas pour être debout. Et ce système 1, il va avoir tendance à reproduire de manière automatique toute une série de choses, toute une série de réflexes que l'on a appris depuis que l'on est né. Et il va avoir aussi la capacité de gérer 200 000 informations de plus que l'autre système, qui est le système 2. Le système 2, quant à lui, on le contrôle. En général, quand on pense à notre cerveau, à notre pensée, implicitement, on se réfère plutôt au système 2. On le contrôle très bien. Il est très adaptatif, c'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un de changer, le système 2 va dire oui, oui, je suis tout à fait équitable, moi je ne fais pas de différence, et en général les gens le croient, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Mais le système 2 ne peut gérer que 6 informations à la fois. Donc le système 2 va avoir tendance à beaucoup simplifier, et en fait il va tendance à choisir les informations qu'il préfère, mais aussi à mettre les personnes dans des cases. Donc, ce point et cette notion de toujours savoir qu'on a ces deux cerveaux, c'est vraiment un fondamental pour être capable de mieux gérer la diversité, mais aussi, par la suite, de changer certaines des représentations que l'on ne souhaite pas avoir. Alors, je vais vous proposer de faire un petit exercice collectif et je vais vraiment vous demander de participer. Alors, qui d'entre vous a déjà vu cette forme ? Ok. Alors, ceux qui ont déjà vu la forme, je vais vous demander de jouer le jeu parce que l'idée ici, c'est d'en retirer certains learnings. Alors, ce que je vous dis, c'est que le fond des carrés A et B, je ne parle pas des lettres, je parle du fond des carrés, c'est exactement la même teinte de gris. Qui les voit comme étant de la même teinte de gris? Personne? Alors, maintenant, je vais enlever le contexte. Et est-ce que là, vous les voyez comme étant de la même teinte de gris? Oui, vous pouvez lever la main, c'est participatif, allez-y, très bien. Alors maintenant, je vais remettre le contexte, et là, est-ce que vous les voyez comme étant de la même teinte de gris? Pourtant, ce que je vous dis, c'est qu'ils sont de la même teinte de gris. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des lignes PowerPoint blanches, et je vais vous demander de lever la main quand vous les voyez comme étant de la même teinte de gris. Voilà, et en général, quand on met la quatrième, tout le monde les voit comme étant de la même teinte de gris. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a rajouté. Si vous voulez, à la pause, vous pourrez venir jouer avec mon ordinateur si ça vous intéresse. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on remet la forme, avec votre système 2 contrôlé, vous savez qu'ils sont de la même teinte de gris. Pourtant, votre système 1 fait que vous ne les voyez toujours pas comme étant de la même teinte de gris. En fait, cette forme, c'est une illusion cognitive qui a été créée par un chercheur du MIT. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un échiquier, qui est comme tous les échiquiers qu'on a l'habitude de voir depuis qu'on est tout petit. Et en fait, il a placé les carrés de manière à ce que l'on soit persuadé, de par notre expérience passée, que B est plus clair que A. Et pour renforcer cette illusion cognitive, ce qu'il a également fait, c'est qu'il a rajouté le cylindre qui projette l'ombre, qui fait qu'en fait, on a beau essayer de regarder, de scruter, etc., etc. Moi, ça fait des années que j'utilise cette forme. Et je vois toujours B comme étant plus clair que A. Mais où est-ce que je veux en venir? En fait, c'est un point qui est vraiment clé d'avoir en tête et de retenir, c'est que nos représentations mentales, donc tout ce qu'on a dans notre cerveau,
Nos représentations mentales ne sont pas la traduction directe du monde qui nous entoure. Tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on perçoit, en fait, c'est notre interprétation de la réalité. Et on va interpréter en fonction de notre expérience passée et de la culture dans laquelle on vit. Donc en fait, ce qui est vraiment clé, c'est que dès qu'on pense qu'on pourrait éventuellement avoir des biais, c'est de mieux aligner nos représentations mentales avec la réalité du monde qui nous entoure. Et le bon réflexe, c'est en fait de se créer des outils les plus simples possibles, un peu comme ce rectangle gris qui s'affiche à l'écran, où là vous voyez que A et le rectangle sont exactement de la même teinte de gris, le rectangle et B sont exactement de la même teinte de gris. Donc factuellement, les faits c'est vraiment critique, et de manière déductive, là aussi les déductions c'est vraiment critique, je vois, mais sans aucun doute, que A et B sont exactement de la même teinte de gris. Donc cette petite analogie du rectangle est une analogie à retenir parce que c'est un des principaux outils ou une des principales méthodes pour réduire l'impact des biais. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. Certains d'entre vous avaient passé un test avant de venir ici, puisqu'on vous avait envoyé un lien, l'Université 21 vous avait envoyé un lien. Maintenant, on va essayer de le faire collectivement. Donc ce que je vais vous demander, c'est de participer le plus fort possible collectivement. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir des mots qui se rapportent à la compétence ou à l'incompétence. Quand vous avez un mot qui se rapporte à la compétence, vous dites gauche. Un mot qui se rapporte à l'incompétence, vous dites droit. Le plus fort possible, le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, plus fort. Ok, donc c'est comme ça qu'on va y aller, collectivement. Ok, tout le monde est prêt? Attention, c'est à quelques millisecondes près, donc il faut aller vraiment très très vite. Très bien, parfait. Maintenant, on va changer de thème, on va avoir des prénoms qui vont apparaître à l'écran, des prénoms d'origine maghrébine et des prénoms d'origine française. Alors attention, même principe, le plus vite possible, le plus fort possible. Est-ce que tout le monde est avec moi? Oui. Plus fort? Oui. Ok, on y va. Très bien, c'est parfait. Alors maintenant, ça se complique un peu parce qu'on va mixer les thèmes. On va avoir des prénoms d'origine maghrébine, on dira gauche. Des mots qui se rapportent à la compétence, on dit gauche. Des prénoms d'origine française, on dit droit. Des mots qui se rapportent à l'incompétence, on dit droit. Tout le monde est avec moi? On y va. Oh. Très bien. Alors, vous retenez tous, nous avons mis collectivement 1259 millisecondes. Vous gardez le chiffre en tête? On continue. Alors maintenant, on va inverser les dimensions, c'est-à-dire que maintenant, incompétent est à gauche. Donc quand vous avez un mot qui se rapporte à l'incompétence, vous dites gauche. Et compétent est à droite. Donc quand vous avez un mot qui se rapporte à la compétence, vous dites droite. Vous êtes avec moi? Le plus fort possible, le plus vite possible. Très bien. Et maintenant, on revient aux éléments un peu plus compliqués. Donc, vous avez un prénom d'origine maghrébine, vous dites gauche. Un mot qui se rapporte à l'incompétence, vous dites gauche. Un prénom d'origine française, vous dites droit. Un mot qui se rapporte à la compétence, vous dites droit. Vous êtes avec moi? On y va? Le plus vite possible, le plus fort possible. C'est parti. Très bien. Vous avez mis 905 millisecondes, c'est-à-dire que vous avez été plus rapide
quand on associe prénom français avec compétence et prénom d'origine maghrébine avec incompétence. Alors en fait, quand on a ce type de résultats, et on va revenir vers les charts, en fait on est dans une moyenne générale que l'on va souvent avoir dans la population française. Alors il faut savoir que les personnes qui ont passé les tests avant de venir ici aujourd'hui avaient collectivement des résultats un tout petit peu différents. Alors déjà, au niveau explicite, quasiment tout le monde a dit les prénoms, les prénoms français ou maghrébins n'ont pas d'impact sur la compétence. Ça, c'est ce qu'on a au niveau explicite, c'est ce qu'on pense au niveau de notre système 2 rationnel et contrôlé. Par contre, sur les tests qui ont été pris en ligne, ce que vous voyez, c'est qu'au niveau inconscient ou au niveau système 1, on a une répartition qui est un tout petit peu différente. On n'a plus que 41% des personnes qui sont neutres, qui disent que finalement, inconsciemment, il n'y a pas de différence entre le fait d'avoir un prénom d'origine maghrébine ou un prénom d'origine française. Et il y en a quand même une partie à peu près similaire qui va associer plus fortement prénom français et compétence ou prénom d'origine maghrébine et incompétence. Et compétences. Donc voilà un peu comment ça se répartit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est les conséquences que ce type d'association peut avoir. C'est que quand on associe plus fortement un prénom d'une certaine origine avec la compétence, on va avoir tendance à placer la barre à un niveau différent quand on aura par exemple à prendre des décisions. Pour ceux qui ont pris les tests en ligne également, vous avez passé un test sur la couleur de peau blanche ou noire et l'association avec les compétences. Là aussi, au niveau explicite, la plupart des participants ont estimé qu'il n'y avait pas de différence. Par contre, au niveau du système 1 inconscient, on voit une répartition à peu près égale entre toutes les catégories. Dans un monde idéal, on aimerait qu'il y ait plus de personnes qui soient totalement neutres en matière d'association entre la couleur de peau et la compétence et l'incompétence, également au niveau implicite et inconscient. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui ont pris le test, et dont certaines parties sont dans cette salle avec vous aujourd'hui, vous avez une répartition de vos résultats au niveau implicite ou inconscient qui est un tout petit peu différente de la répartition de l'ensemble de la population française, puisque dans une population française de salariés d'entreprise, on a à peu près 64% des personnes qui ont pris ce type de test qui vont associer plus fortement, par exemple, peau blanche avec compétence. Sachant qu'en France, sur cette dimension, on est en moyenne... on a des associations en moyenne nettement plus neutres que dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, ce 64% va être plutôt aux alentours de 85% sur l'ensemble des États-Unis. Et dans d'autres pays d'Europe aussi, ce biais va être un tout petit peu plus fort que ce qu'on a aujourd'hui en France. Alors, quand on travaille sur les biais, on se pose beaucoup de questions. Là, j'ai très peu de temps. Je vais vous donner quelques petites informations. Mais on a parlé ce matin de la difficulté de changer les représentations. Et une des questions qu'on s'est beaucoup posées avec Mazarine Banerjee, Anthony Greenwald, qui a développé notamment le script du test que vous avez pris tout à l'heure, c'est mais à partir de quel âge ça commence et pourquoi c'est tellement compliqué à modifier? Et en fait, une étude qui vient de sortir, qui a été publiée au mois de janvier, si elle est sortie, mais sur laquelle on a travaillé depuis pas mal d'années, c'est qu'en fait, dès l'âge de 3 mois, les bébés vont avoir déjà certains types d'automatismes qui derrière ne vont ne faire que se renforcer et qui vont quelque part créer ce type de biais. C'est-à-dire que quand on prend un bébé qui a la peau noire, un bébé qui a la peau blanche de l'autre côté, on les met chacun devant un adulte qui a la peau blanche et la peau noire. Le bébé qui a la peau noire, dans l'essentiel des cas, va se tourner vers l'adulte qui a la peau noire et le bébé qui a la peau blanche vers l'adulte qui a la peau blanche. Vous me direz, c'est normal, il va chercher l'adulte qui ressemble à ses parents. Oui, sauf qu'en fait, la société va faire que ce type d'automatisme ne va faire que se renforcer. Et ces automatismes, ils ont beaucoup de conséquences. Ils ont d'abord, pour résumer, une première conséquence, c'est que c'est toute une série de micro-comportements qui vont faire qu'on va sourire différemment, qu'on ne va pas parler avec autant de mots, toute une série de petites choses qu'on a du mal soi-même à percevoir et qui, du coup, vont être très difficiles à corriger. Mais ces micro-comportements, ils vont avoir pour impact, par exemple, de réduire la performance de personnes qui sont la cible des biais de l'ordre de 20%. Donc on a parlé tout à l'heure du secteur éducatif, mais le problème, c'est que, quelque part, l'ensemble de l'environnement dans lequel on vit, que ce soit les parents, les profs, etc., en fait, vont faire que
ces élèves vont avoir plus de mal à réussir, toutes choses égales par ailleurs. Et puis, bien entendu, et ça c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup, il va y avoir moins d'équité dans les décisions puisqu'on va avoir tendance à placer la barre à un niveau différent en fonction de ces biais. Donc c'est vraiment critique, un, de travailler dessus, et deux, d'essayer de les réduire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour, quelque part, réduire les biais? C'est quelque chose qui n'est pas trivial. C'est assez récent qu'on arrive vraiment à réduire profondément les biais. La première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Et pour en prendre conscience de manière efficace, il faut vraiment utiliser des outils qui permettent de cibler directement le système 1 automatique. Parce que si on ne fait que dire aux gens qu'il faut être équitable, on pourra répéter ça pendant des années. En général, ça ne marche pas. Et on peut même donner toute une série d'exemples où en fait on ne fait qu'empirer les choses. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est vraiment prendre la responsabilité de changer. Parce que c'est un effort. Ce n'est pas en se levant le matin où on se dit « Tiens, avec mon système 2, aujourd'hui je vais être juste et équitable ». Non, on est sur des mécanismes qui sont vraiment fortement ancrés, qu'on ne peut pas contrôler facilement. Pour y arriver, alors c'est un peu plus complexe que ce que je vais vous expliquer là, mais je dois être très concise, il faut vraiment entraîner son système 1 à changer les représentations. Alors Elisabeth Moreno tout à l'heure a parlé des rôles modèles, c'est très efficace, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres types d'éléments qu'on doit apprendre pour quelque part désapprendre ses propres biais et ses mécanismes automatiques. Et enfin, la quatrième catégorie d'action, puisqu'il n'y a pas une action toute seule, mais la quatrième catégorie d'action, c'est vraiment d'apprendre quand il faut ralentir pour utiliser son système 2 de manière différente, de manière à devenir beaucoup plus équitable. Mais il faut vraiment à la fois travailler sur la racine du problème qui est le système 1 et apprendre à mieux contrôler certains types de ces réactions avec son système 2. Et c'est en parvenant à faire ceci qu'on peut vraiment commencer à changer. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait énormément d'avancées en matière de sciences cognitives, notamment avec certains types d'IRM, avec toute une série d'expériences que l'on a pu faire. Donc on sait aujourd'hui comment réduire les biais inconscients, c'est possible, ça demande un effort massif, mais moi ce que j'aurais envie de vous dire, c'est aujourd'hui, quand est-ce que vous allez commencer? Parce que collectivement, au Club 21e siècle, on peut être une énorme courroie pour faire justement changer ce type de sujet. Merci à toutes et à tous.